Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter du cycle cellulaire et des cellules cancéreuses. Tout d'abord, nous allons vous rappeler ce que le cycle cellulaire veut dire. Comme nous l'avons étudié dans le chapitre de la cellule, et vous avez la vidéo ou plusieurs vidéos qui expliquent la cellule et le chapitre sur le cycle cellulaire en anglais sur la chaîne. Et nous allons diffuser d'autres vidéos en français qui expliquent la cellule et le cycle cellulaire. Ici, c'est une récapitulation du cycle cellulaire et en particulier, nous allons étudier plus profondément la relation entre le cycle cellulaire et le développement du cancer et des cellules cancéreuses. Comme nous l'avons étudié, le cycle cellulaire est une succession d'événements qui se passent dans la cellule. Et cette succession se répète plusieurs fois pendant la vie d'une cellule. Des cellules peuvent finir 40 cycles de division, 50 cycles de division ou même 60 cycles de division, qui est le maximum connu qu'une cellule peut accomplir de cycles de division cellulaire. Donc, le cycle cellulaire est une succession, mais très ordonnée, très organisée d'événements. Et pendant ces événements-là, qui sont cycliques et qui sont donc répétés, il y a trois choses importantes qui se passent dans la cellule. La première chose, c'est grandir ou la croissance en dimension. Ensuite, la duplication ou la réplication de l'ADN et pour terminer, la division mitotique pour obtenir deux cellules filles à la fin. Ici, nous avons le diagramme fameux qui représente les phases du cycle cellulaire et nous voyons alors que nous avons quatre phases, mais pour être plus précis, nous avons un très grand ou très long phase qui occupe la plupart du temps du cycle cellulaire, qui est l'interphase, et celle-ci est divisée en G1, S et G2, et ensuite nous avons ce phase M qui représente la mitose. Le phase où plutôt la phase G1 ou G1 est la phase où il y a croissance de la cellule, c'est-à-dire augmentation des dimensions de la cellule et accumulation de nutriments dans la cellule pour achever cette croissance en dimension et préparation de la réplication de l'ADN. La durée totale de cette phase G1 est environ 12 heures, mais bien sûr, elle est variable d'une cellule à une autre. Donc, vous avez ici l'interphase et la mitose, et l'interphase est divisée en G1, S et G2. La phase S, c'est la phase de synthèse de l'ADN. C'est pour ça que l'on met un S. Et pendant cette phase-là, l'ADN va se dupliquer ou se répliquer. Donc, la phase S, c'est la phase de doublement de l'ADN par le processus de réplication d'ADN. Et la durée de cette phase-là est environ 8 heures. Et puis enfin, on a la dernière ou troisième phase de l'interphase qui est la phase G2. Et cette phase-là, c'est une autre phase de croissance. Mais cette fois-ci, c'est la croissance pour préparer à la
phase suivante qui est la mitose. La phase G2 est bien plus courte que la phase G1 et la phase S et elle occupe environ 3 heures. Ensuite, nous avons la phase M ou la mitose. Mais la phase M ou la mitose ne fait pas partie de l'interphase. Et la durée totale est entre 1 heure et 2 heures. Et ensuite, quand la phase M se termine, nous pouvons avoir 2 cellules filles. Et alors, c'est pour ça qu'on a ici le G0, c'est-à-dire que on a terminé le cycle cellulaire. Donc ici, le G0 ne veut pas dire que l'on va arrêter la cellule, comme on voit parfois cette flèche-là avec G0 à la fin de G1 au point de restriction, comme on l'a expliqué, et comme on va l'expliquer encore une fois. Mais ici, cela veut dire que la cellule va, pour le moment, s'arrêter parce qu'elle a fini le cycle cellulaire et on a obtenu 2 cellules filles. Ici, on vous montre aussi un autre diagramme du cycle cellulaire et on vous montre que pendant la phase, donc encore une fois, la phase G1, la phase S et la phase G2 forment ensemble ce que l'on appelle l'interphase qui représente euh, 90, plus que 90% de la durée totale du cycle cellulaire. Et il se compose de la phase G1, pendant laquelle la cellule est en train d'accumuler des nutriments pour la préparation de la duplication du génome. Et pendant cette phase aussi, la cellule reçoit des signaux de prolifération. Prolifération veut dire division cellulaire. Et les signaux de prolifération sont par exemple du facteur de croissance ou des cyclines et CDK, molécules que l'on va étudier tout à l'heure. Mais ici, il y a quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les points de surveillance dans le cycle cellulaire. Il y a certaines protéines qui vont intervenir à un certain moment, à des moments très précis du cycle cellulaire, comme ici. Nous avons le point de surveillance G1 qui est appelé le point de restriction parce que si la cellule n'est pas prête, elle ne peut ici, à cette phase-là, elle ne peut donc pas continuer et elle va être arrêtée jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour cette cellule qui a un problème. C'est pour ça que ce point de surveillance est appelé le point de restriction, parce qu'il détermine si la cellule va continuer ou non pour le moment. On a un autre point de surveillance ou de contrôle ici, que l'on appelle le point S, et un troisième que l'on appelle le point M, et qui est supposé être ici au début de la phase M. Ces points de restriction sont des points de surveillance qui sont des protéines et ces protéines-là interviennent à un certain moment précis du cycle cellulaire pour décider si la cellule peut continuer, est prête à continuer ou non. Ici, vous avez la protéine RB RB, c'est l'acronyme ou l'abréviation de protéine rétinoblastoma. Et cette protéine-là est une protéine inhibitrice comme la protéine P53 dont on va parler dans la vidéo suivante. Et le rôle de cette protéine, c'est de euh, décider si la cellule va continuer ou bien va être inhibée et arrêtée et entrer dans une phase G0 jusqu'à ce que les problèmes de l'ADN soient réparés ou n'importe quelle anomalie va être réparée. Mais la protéine RB
et la protéine P53 que l'on ne voit pas ici sur le diagramme, n'arrête pas la cellule seulement parce que il y a une réparation d'ADN qui doit être faite, mais parfois parce que il n'y a plus d'espoir que cette cellule-là soit réparée ou puisse continuer, donc elle va être arrêtée d'une façon permanente et entrer dans ce que l'on appelle l'apoptose ou la mort programmée de la cellule. On va expliquer tout ça en détail tout à l'heure. Donc, comme je viens de le dire, on va récapituler l'information que je viens de dire. L'interface se compose de G1, S et G2. Et puis, on a la phase mitotique. Et la phase mitotique représente la division cellulaire actuelle parce que pendant la phase mitotique, il y a au début une division de l'ADN ou du noyau, et puis il y a une division du cytoplasme pour avoir deux cellules filles qui sont complètement identiques à la cellule mère. Quels sont alors les points de contrôle du cycle cellulaire? Donc, comme je viens de le dire, le cycle cellulaire possède des points de contrôle ou ce qu'on appelle en anglais les checkpoints. Et ces points de contrôle-là peuvent être considérés des mécanismes de surveillance et de régulation du cycle pour que la vitesse de division mitotique soit contrôlée pour qu'elle ne soit ni trop rapide ni trop lente. Et ces mécanismes de surveillance sont principalement achevés par des protéines. Et ces protéines vont intervenir et réagir à des moments connus, très précis du cycle cellulaire. Qu'est-ce qu'ils veulent garantir? Qu'est-ce qu'ils veulent réguler? Ils veulent garantir trois conditions essentielles. La première, c'est que la cellule n'aura pas le droit de continuer le cycle cellulaire si l'ADN n'est pas intact de façon complète. Ensuite, ils doivent garantir que la cellule et que la réplication de l'ADN a été complètement achevée, c'est-à-dire que toutes les molécules de l'ADN ont été copiées et ont été copiées d'une façon fidèle et correcte. Non seulement ça, mais aussi que les conditions internes et externes de la cellule sont favorables, c'est-à-dire que nous avons tous les nutriments, l'oxygène, les enzymes et les protéines qui sont nécessaires au processus de division mitotique. Donc, généralement, si nous voulons généraliser le rôle de ces protéines de surveillance ou points de contrôle du cycle cellulaire que nous savons maintenant qu'ils ne sont que des protéines et des enzymes. Donc, en général, ils cherchent la stabilité du génome. Leur but, c'est de stabiliser le génome. Et bien sûr, stabiliser le génome est très important pour ne pas avoir des mutations. Mais comment est-ce qu'ils vont achever ça? Par la fonction numéro 2, c'est-à-dire si on empêche toutes les cellules qui présentent un ADN anormal ou endommagé, si on les empêche de se diviser, au moins pour le moment, jusqu'à ce qu'on les répare, donc on va assurer et maintenir la stabilité du génome. Mais il y a des facteurs qui influencent ces points de surveillance et ce point de contrôle, c'est-à-dire ce titre-là veut dire quoi? Il veut dire que si la cellule va faire la décision ou prendre la décision de s'arrêter ou de poser, ou bien si elle prend la décision de continuer, c'est-à-dire la progression, que ce soit la pause ou la progression, ce n'est pas la décision de la cellule elle-même, des composants de la cellule, mais de ces facteurs de surveillance
qui ont une tâche très intelligente. Donc, quels sont les facteurs qui influencent ces points de contrôle-là? Donc, il y a des signaux internes, et quand on parle de signaux, on parle de molécules qui peuvent entraîner des réactions chimiques. Donc, les signaux, c'est pas une énergie de lumière ou de son, par exemple, ce sont des molécules. Donc, quand on parle de signal ou de signaux à l'intérieur de la cellule, on parle de molécules. Donc, s'il y a des dommages de l'ADN, ils vont être sensés et détectés par certaines molécules, comme les molécules qui détectent le dommage de l'ADN pour activer P53, la protéine dont on va parler tout à l'heure. Mais aussi, non pas seulement des mutations de l'ADN, mais n'importe quelle anomalie ou résultant d'une mutation dans la cellule, outre les dommages de l'ADN, va aussi stimuler les protéines de surveillance. Mais les signaux ne sont pas toujours des signaux internes, il y a aussi les signaux externes. Des signaux externes, ce sont des signaux qui proviennent de l'environnement externe de la cellule. Et ces signaux-là, comme par exemple le facteur de croissance, vont activer des voies de signalisation intracellulaire. Qu'est-ce que c'est que des voies de signalisation? Ce sont des séries de réactions chimiques. Et pourquoi intracellulaires? Parce qu'elles sont à l'intérieur de la cellule. Et ces séries de réactions chimiques vont avoir pour but une certaine réponse cellulaire. Cette réponse cellulaire sera ou bien l'activation ou bien l'inhibition d'un ensemble de protéines qui sont elles-mêmes régulatrices du cycle cellulaire. Par exemple, ici, vous voyez le facteur de croissance, une protéine qui provient de l'extérieur. Elle s'attache ici à un récepteur dimérisé, c'est-à-dire fait de deux parties ou composé de deux parties. Et ce facteur de croissance et le récepteur sont spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires en conformation et en charge électrique. Quand le facteur de croissance s'attache au récepteur spécifique, donc il y aura une stimulation d'une protéine appelée RAS. Et ce RAS-là, c'est une G-protéine, c'est-à-dire qu'elle est attachée à ou bien GDP, guanosine diphosphate, ou GTP, guanosine triphosphate. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, c'est comme un switch ou une molécule qui peut ou bien arrêter les réactions biochimiques ou bien les activer. Quand le RAS est activé, il active une autre enzyme qui s'appelle kinase MAP et alors nous allons activer ou cette kinase va attacher un groupe de phosphate à certains facteurs de transcription et vous savez alors que les facteurs de transcription vont stimuler la transcription et alors vont après résulter en une traduction de ce ARN messager en cycline qui est un des stimulateurs très importants dans la cellule. Ce que je viens d'expliquer, ce que je viens d'expliquer, c'est une voie de signalisation intracellulaire, c'est-à-dire une série qui commence par le facteur de croissance qui s'attache à son domaine spécifique sur le récepteur membranaire et qui se termine par la formation de la cycline ou la synthèse de la cycline D et de l'entrée en progression en G1. Donc, ces protéines-là qui vont réguler le cycle cellulaire sont appelés les régulateurs fondamentaux du cycle cellulaire. Il y a plusieurs régulateurs du cycle cellulaire, mais ceux que l'on appelle les régulateurs fondamentaux du cycle cellulaire sont appelés ou
décrites comme fondamentales parce que elles sont tout d'abord indispensables, elles sont très importantes, elles jouent un rôle très important dans la régulation du cycle cellulaire et elles ont un contrôle direct sur la progression du cycle cellulaire. Nous en avons mentionné un qui sont les cyclines, un groupe de molécules qui sont appelées les cyclines et nous allons maintenant expliquer plusieurs autres exemples de régulateurs du cycle cellulaire. Les protéines, les protéines les plus importantes qui régulent le cycle cellulaire sont les cyclines et les enzymes qui sont connues comme kinases dépendantes des cyclines. C'est-à-dire que sont des kinases, des enzymes qui vont ajouter un groupement phosphate au substrat et ces kinases-là sont complètement dépendantes des cyclines. C'est-à-dire pour que ces kinases-là soient activées, elles doivent être attachées aux cyclines. On les appelle en anglais cycline dependent kinase. Et donc, cette abréviation c'est pour Cycline Dependent Kinase, qui est le terme anglais. Ici, nous pouvons voir sur ce diagramme comment la cycline, quand elle est présente, elle va activer la CDK, la kinase dépendante de la cycline, et ils vont faire un complexe ensemble. Ce complexe-là est un complexe inactif au début, et puis ensuite, après la conversion de l'ATP en ADP, il y a de l'énergie libérée et il y a un groupement phosphate libéré. Cette énergie libérée est utilisée pour attacher un groupement phosphate qui a été libéré au substrate pour le phosphorylé. Et maintenant, nous avons un complexe actif de CDK cycline. Quelles sont les importantes fonctions de ce groupement ou de ce complexe CDK cycline? Ces protéines vont déclencher des événements très importants dans la cellule. Par exemple, la réplication de l'ADN et la séparation des chromosomes. Et quand on dit déclencher des événements, c'est-à-dire qu'ils vont aider ces événements à commencer et que ces événements-là ne peuvent pas commencer sans ces protéines-là. Donc, pour que l'ADN synthèse une copie fidèle de chaque molécule, c'est-à-dire pour qu'il y ait une réplication complète et correcte, et ensuite pendant la mitose et pour qu'il y ait une séparation des chromosomes pendant l'anaphase de la mitose, donc il doit y avoir les cyclines et les CDK. Mais les cyclines et les CDK vérifient également que toutes les différentes étapes du cycle cellulaire vont se dérouler dans un ordre correct. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils doivent vérifier que chaque phase dans le cycle cellulaire va déclencher la suivante phase. Par exemple, G1 ou G1 plutôt doit initier la phase S. Donc, l'ordre des phases aussi doit être correct. Donc, non seulement les événements dans chaque phase doivent être corrects, mais aussi l'ordre des phases doit être correct et chaque phase doit déclencher la phase suivante. N'importe quelle perturbation du cycle cellulaire, c'est-à-dire si l'on découvre par exemple qu'il y a une cellule qui a une ou plusieurs mutations, donc cette cellule-là doit être arrêtée.
et on l'arrête et elle entre d'une façon temporaire dans la phase G0. Mais ensuite, on va décider si le dommage de l'ADN ou les défauts qui sont présents dans les molécules d'ADN sont réparables ou non. S'ils sont réparables, donc on va essayer la réparation. Et s'ils ne sont pas réparables, donc la cellule va obéir à un processus qui est appelé l'apoptose. Et vous avez une vidéo en anglais sur la chaîne qui parle de l'apoptose ou apoptosis. Et on va diffuser une vidéo identique à celle en anglais, en français, dans, euh, dans une période de temps très courte et très proche. Donc, l'apoptose est la mort cellulaire programmée. Qu'est-ce que c'est que la mort cellulaire programmée? C'est-à-dire que la cellule va subir des événements dont le résultat sera la dégradation des composants de la cellule, mais d'une façon très organisée et d'une façon très nette. Alors on n'aura pas d'inflammation qui accompagne l'apoptose comme cela se passe en cas de dégénération. Mais parfois, la cellule est endommagée et l'ADN est mutant, mais la cellule continue et ne s'arrête pas et échappe au mécanisme de contrôle et cela résulte en un développement d'une tumeur maligne ou du cancer. Donc, ce qui caractérise les cellules cancéreuses, c'est qu'elles n'obéissent pas au point de contrôle du cycle cellulaire. Quelles sont les autres caractéristiques des cellules cancéreuses? Nous allons les discuter une par une dans le temps qui manque de cette vidéo ou dans le temps qui vient. Nous avons la première très importante caractéristique, c'est que les cellules cancéreuses n'entrent pas en sénescence. Qu'est-ce que nous voulons dire par sénescence? Nous voulons dire que la cellule va vieillir. Donc, les cellules cancéreuses ne vieillissent pas et n'entrent pas en sénescence. D'habitude, les cellules normales qui n'ont pas d'ADN mutant, ces cellules-là vont entrer en sénescence après 40 ou 60 cycles de division au maximum. Et cela, c'est ce que l'on appelle la limite de Hayflick, c'est-à-dire c'est le nombre maximum de divisions cellulaires que la cellule peut terminer. Mais les cellules cancéreuses, en revanche, elles continuent à se diviser indéfiniment, n'importe le nombre de cycles cellulaires qu'elle a déjà terminé. Et c'est pour ça que certains savants euh, disent que les cellules cancéreuses peuvent être décrites comme des cellules immortelles. Et puisqu'elles se divisent indéfiniment, alors que les cellules normales ont une certaine limite, donc leur nombre va surpasser le nombre de cellules normales. Et non seulement le nombre de cellules cancéreuses sera plus grand, mais ces cellules cancéreuses-là, en étant très nombreuses et en faisant une très grande masse dans une très courte période de temps, elles vont compresser et endommager et même invaser les tissus normaux ou les tissus sains. La deuxième caractéristique des cellules cancéreuses, c'est que les cellules cancéreuses échappent à l'apoptose, c'est-à-dire qu'elles n'obéissent pas les règles de l'apoptose. Quelle est la plus importante règle de l'apoptose? C'est que quand la cellule a une mutation ou plusieurs mutations, donc elle va s'arrêter dans une phase appelée G0 pour donner du temps à cette cellule-là et aux enzymes
et aux protéines d'essayer de réparer les dommages à l'intérieur de la cellule. Et si ces dommages-là sont irréparables, donc elle va être arrêtée et elle va obéir à l'apoptose. Et comme on vient de le dire, l'apoptose est un processus très organisé et très régulé de mort cellulaire. C'est pour ça que l'on dit qu'il est programmé, c'est-à-dire qu'il y a un certain ordre de processus que l'on doit ou d'étapes que l'on doit suivre. Et à la fin, ces cellules-là vont être dégradées et les produits de leur dégradation vont être avalés par les macrophages et alors il n'y aura pas de débris qui puissent éliciter ou commencer une inflammation. Mais cette apoptose, cette mort programmée de la cellule ne, euh, ne se passe que dans des cellules où les dommages de l'ADN sont irréparables. Quelle est l'importance de l'apoptose? La première importance, c'est que à travers l'apoptose, nous empêchons les cellules qui sont anormales, qui ont des anomalies, nous les empêchons de continuer ou de poursuivre leur cycle cellulaire et alors on les empêche de continuer jusqu'à arriver à la mitose et jusqu'à produire de cellules filles parce que les cellules filles seront identiques à la cellule mère et donc elles auront des anomalies d'ADN. La deuxième importance, c'est que l'apoptose aide la cellule à éviter la production de cellules identiques anormales, comme je le viens de dire, parce que si la cellule mère contient de l'ADN mutant, donc les cellules filles, elles aussi vont contenir de l'ADN mutant dans leur noyau. Et donc, quand on arrête cette cellule endommagée ou anormale et quand on empêche la production de cellules filles à partir de cette cellule anormale, donc on est en train de protéger l'organisme contre le cancer. Et les cellules, le cancer, ce n'est qu'une tumeur, qu'une masse de cellules anormales qui ont plein de mutations de l'ADN ou même une multiplication de mutations de leur ADN. Mais si cela était le norme, le processus régulier qui se passe chaque jour dans les organismes, donc personne n'aurait de cancer. Le fait qu'il y a des personnes qui souffrent de cancer veut dire que, cependant, et malgré tous ces mécanismes de régulation, il y a certaines cellules qui sont porteuses d'anomalies qui sont porteuses de mutations génétiques, comme les cellules cancéreuses, et qui peuvent quand même dépasser ou franchir ou passer à travers les points de contrôle ou les points de surveillance sans être apoptosées et sans être stoppées et sans être éliminées. Donc, ces cellules-là qui ont pu franchir les points de surveillance vont alors continuer à grandir et à dupliquer leur ADN qui est déjà anormal, à faire la mitose et à produire des cellules filles avec une rapidité très remarquable pour avoir à la fin les tumeurs malignes. Alors maintenant, nous allons essayer d'expliquer comment une cellule qui est pleine de mutations et pleine d'anomalies peut continuer la multiplication à travers plusieurs cycles cellulaires. Le problème, c'est que nous savons que toute l'information qui est nécessaire pour faire des protéines dans une cellule est codée dans l'ADN, c'est-à-dire nous commençons l'histoire dès le début. Nous commençons par l'ADN. L'ADN doit être normal. Si l'ADN et les gènes ne sont pas normaux, donc l'information sera anormale.
Et donc, il y aura une modification de ce code génétique. N'importe quelle modification du code génétique va entraîner une modification ou une anomalie des protéines qui vont être exprimées à partir de ce code génétique. Donc, si le gène lui-même est anormal, donc la structure, la conformation 3D de la protéine sera changée, sera altérée et la fonction de la protéine sera modifiée. Ça, c'est le résultat d'une mutation, n'importe quelle mutation. Mais les mutations qui sont très sérieuses, ce sont naturellement les mutations qui vont toucher des gènes qui codent pour ou qui codent les protéines régulatrices elles-mêmes. Donc, si vous avez une protéine inhibitrice, par exemple, qui empêche, qui arrête les cellules avec de l'ADN mutant, si ces protéines elles-mêmes sont anormales parce que leur gène qui les a exprimées était lui-même mutant, donc il n'y aura plus d'espoir que l'on puisse contrôler cette cellule-là ou que l'on puisse l'arrêter ou l'empêcher de continuer et progresser dans le cycle cellulaire. Donc, tout contrôle du cycle cellulaire sera perdu et la cellule entrera alors dans une division incontrôlée parce que il doit y avoir des protéines qui sont supposées arrêter les cellules mutées, mais ces protéines elles-mêmes qui sont censées d'arrêter les cellules mutées sont elles-mêmes devenues mutantes et défectueuses. Nous allons parler maintenant, encore une fois, des cyclines et des CDK qui jouent un rôle essentiel. Les cyclines sont une famille de protéines qui sont très importantes pour la progression du cycle cellulaire. Et donc, c'est une famille de protéines. Ce n'est pas un seul type de protéine ou une seule molécule. Ce sont des molécules diverses qui appartiennent toutes à... euh, donc, elles sont différentes, mais elles ont quelque chose en commun, qu'elles sont des cyclines, leur structure chimique et la cycline. Mais nous avons plusieurs types de cyclines, comme nous allons le voir sur le diagramme. Et les cyclines sont régulatrices du cycle cellulaire, mais elles interviennent à des phases spécifiques, ou comme toutes les protéines de surveillance, elles vont intervenir à un moment précis du cycle cellulaire ou plus précisément à des phases spécifiques du cycle cellulaire pour réguler le cycle cellulaire. Et comme vous le voyez dans le diagramme, la concentration des cyclines dans la cellule n'est pas une concentration constante, c'est-à-dire qu'elle est fluctuante et qu'elle varie en fonction de la phase où la cellule se trouve. Donc, tout le temps, nous avons des cyclines qui sont synthétisées et des cyclines qui sont dégradées. Par exemple, ici, nous voyons que la cycline E arrive à son niveau maximum pendant la phase S. Donc, avant, elle était à 0 et puis elle a augmenté, la concentration a augmenté jusqu'à arriver au maximum. Donc, ça, c'est la période de temps pendant laquelle elle était synthétisée. Et puis après, nous avons une période de temps où elle a été dégradée et la preuve, c'est que la concentration est en train de diminuer. Le même s'applique aux cyclines A et cycline B et cycline D. Alors, donc, le sommet de chacun de ces graphes est différent. Donc, chacun de ces cyclines chacune des molécules de cycline va arriver à son maximum à une phase différente. Mais alors, nous avons la cycline D
qui, elle, va s'étendre tout au long du cycle cellulaire. Donc l'activité des cyclines n'est pas constante pendant tout le cycle cellulaire. Pourquoi? Parce que la concentration des cyclines n'est pas constante. Quels sont les rôles ou les fonctions importantes des cyclines? Les cyclines sont produites pour favoriser la progression du cycle cellulaire, c'est-à-dire s'ils sont présents en haute concentration, cela cela va vouloir dire que le cycle cellulaire va continuer et va se poursuivre. Mais ensuite, quand elles sont dégradées, c'est-à-dire quand leur concentration va diminuer, c'est la période de temps où le cycle va être inhibé, où la vitesse de division sera plus lente. Donc, être synthétisé et ensuite être dégradé va permettre un contrôle très précis du cycle cellulaire. Une très importante activité ou fonction des cyclines, c'est d'activer les enzymes kinases dépendantes des cyclines ou CDK ou Cyclin Dependent Kinase, comme on dit en anglais. Et on a montré le diagramme et montré comment les cyclines et les CDK sont spécifiques, c'est-à-dire chaque cycline peut s'attacher seulement avec un type de CDK qui lui est spécifique et complémentaire. Quelle est la fonction des CDK? Les CDK sont des kinases, alors ce sont des enzymes. Et ces enzymes-là, bien sûr, vont réguler le cycle cellulaire en régulant certaines réactions biochimiques. Et la fonction la plus importante des kinases, comme vous le savez de vos études précédentes, c'est l'addition du phosphate, du groupement phosphate. Donc, l'importance des CDK, c'est qu'ils phosphorylent ou c'est la phosphorylation des protéines, les protéines cibles, c'est-à-dire les protéines qu'ils cherchent leur but. Donc, chaque CDK a une ou plusieurs protéines cibles que la CDK va phosphoryler. Et donc, ils vont affecter ou avoir un résultat différent sur les réactions biochimiques. Mais les CDK ne peuvent être activés qu'après avoir fait une liaison avec les cyclines. Nous avons alors quelques caractéristiques supplémentaires des cellules cancéreuses ajoutées aux caractéristiques avec lesquelles on a commencé la vidéo. La caractéristique numéro 3, c'est la division cellulaire incontrôlée, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses peuvent se dupliquer ou se diviser très rapidement avec une vitesse remarquable et donc il résulte en une prolifération incontrôlée. Incontrôlée veut dire très rapide et en plus la cellule n'est pas capable de contrôler cette vitesse très rapide de la division mitotique. Et la prolifération, c'est la division cellulaire. Pourquoi est-ce qu'elles sont capables de faire cette division avec une vitesse remarquable? Parce que les protéines régulatrices sont modifiées. Modifiées est un terme très poli. Elles sont mutées. Elles ont eu une mutation. Quel genre de mutation elles ont subi, ces protéines régulatrices? Si c'est une protéine inhibitrice, donc la mutation résulte en une diminution de son activité. Et vous savez bien sûr que diminution d'un inhibiteur veut dire activation. Si vous avez une molécule inhibitrice et cette molécule a une activité diminuée, donc cela veut dire de façon indirecte que
la cellule va avoir sa division activée. En revanche, si nous avons des régulateurs positifs qui sont supposés d'augmenter la vitesse, si vous les augmentez, si la mutation des gènes de ces molécules-là veut dire augmenter leur activité, donc tout naturellement, la vitesse de la mitose va être très rapide. Donc tout ça provient de mutations et ces mutations se passent dans des gènes et ces gènes-là codent les protéines régulatrices, que ce soit des protéines inhibitrices dont l'activité va être inhibée ou des protéines stimulatrices ou positives dont l'activité va augmenter. Les résultats dans les deux conditions va être augmenter la vitesse de la mitose et du cycle cellulaire et alors augmenter la prolifération de la cellule. Un exemple très connu, c'est le gène P53. Le gène P53 va être transcrit, ensuite traduit en une protéine P53. La protéine P53 a des fonctions exceptionnellement importantes dans la cellule et cette protéine régulatrice va intervenir surtout au point de restriction G1 et P53 va inhiber le cycle cellulaire si les protéines associées avec P53 lui donnent l'information qu'il y a une mutation dans l'ADN de la cellule. Une autre caractéristique des cellules cancéreuses, c'est qu'elles peuvent croître et proliférer et se diviser sans facteur de croissance, contrairement aux cellules normales. Vous savez tous qu'il y a un facteur de croissance, une protéine qui provient de l'extérieur de la cellule. Cette protéine-là va se lier à un récepteur spécifique et va stimuler une voie biochimique jusqu'à activer la cycline et la cycline va stimuler le cycle cellulaire et aider la cellule normale à quitter la phase G1 et entrer dans la phase S ou la phase de synthèse de l'ADN. Donc, tout d'abord, les cellules cancéreuses peuvent se diviser et activer la mitose sans avoir de facteur de croissance. Les cellules normales ne peuvent pas faire ça. Les cellules normales doivent attendre jusqu'à ce que le facteur de croissance vienne s'attacher ici pour commencer cette chaîne de réaction biochimique et pour avoir à la fin entrée et progression en G1. Non seulement ça, mais les cellules cancéreuses peuvent synthétiser leurs propres facteurs de croissance. Et une troisième capacité exceptionnelle, c'est que si vous voyez ici, le facteur de croissance, quand il se lie ou s'attache au récepteur, le récepteur devient on, c'est-à-dire que on en anglais, c'est-à-dire qu'il devient actif et il commence à stimuler et activer cette chaîne de réaction biochimique. Dans les cellules cancéreuses, une mutation permet à ce récepteur-là de rester activé et dans la position on, même quand le facteur de croissance n'est pas présent à l'extérieur de la cellule et ne s'est pas attaché au récepteur. Donc, vous pouvez constater tout de suite que les trois anomalies sont très liées. La cellule cancéreuse n'a pas besoin de facteurs de croissance de l'extérieur parce qu'elle peut synthétiser son facteur de croissance, comme on explique dans numéro 2,
ou bien parce que les récepteurs n'ont pas besoin essentiellement du facteur de croissance puisqu'ils sont tout le temps activés, même quand il n'y a pas de facteur de croissance pour les stimuler. La quatrième anomalie très remarquable, c'est que les cellules cancéreuses peuvent aussi forcer les cellules voisines à produire des facteurs de croissance, non pas pour les cellules voisines, mais pour les cellules cancéreuses. Donc, les cellules cancéreuses sont dominantes sur les cellules saines voisines. En plus, numéro 5, les cellules cancéreuses ignorent les signaux d'arrêt. C'est-à-dire que nous savons par exemple qu'il y a une propriété caractéristique des cellules normales qui s'appelle inhibition de contact. Mais dans les cellules cancéreuses, cette inhibition de contact ne se passe pas dans la cellule ou entre les cellules voisines. C'est-à-dire que pour les cellules normales, elles sont supposées stopper la division mitotique ou cesser leur division quand elles trouvent qu'elles sont trop nombreuses. Alors, pour éviter qu'il n'y ait un défait dans les nutriments, donc elles vont cesser de stopper. Mais vous voyez alors ici, par exemple, nous avons ici des cellules normales, elles se prolifèrent, elles font la division mitotique et quand elles deviennent nombreuses, elles arrêtent. Mais ici, nous voyons que dans les cellules anormales, elles sont très nombreuses, mais elles ne stoppent pas la division et on a plusieurs couches de cellules l'une sur l'autre et cela, c'est à cause d'une mutation et d'une protéine qui manque et cette protéine, c'est la cadérine E. Donc cela se passe dans des cellules anormales. La sixième caractéristique des cellules cancéreuses, c'est l'immortalité réplicative, c'est-à-dire, on vient de dire que les cellules normales s'arrêtent après 40 ou 60 cycles de division cellulaire au maximum et c'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Mais les cellules cancéreuses, elles s'en fichent de cette limite-là et elles continuent à se diviser même après avoir complété 60 cycles de division cellulaire. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses ont leur enzyme télomérase. Qu'est-ce qu'il y a de relation entre l'enzyme télomérase et cette immortalité qui est une caractéristique des cellules cancéreuses? Nous savons tous que chaque fois que la cellule accomplit une division cellulaire, les télomères qui sont présents à l'extrémité des chromosomes deviennent plus courts. Et à la fin, on n'a plus de télomères et on risque de perdre une partie de l'ADN codant et donc on risque une mutation. Mais l'enzyme télomérase peut reconstruire les télomères. Dans les cellules normales, la quantité des enzymes télomérases n'est pas d'habitude suffisante pour remplacer ce manque de télomères. Donc, mais les cellules cancéreuses, elles vont fabriquer beaucoup d'enzymes télomérases pour ne pas euh, euh, souffrir de ce problème de manque de télomérase. Et donc, elles ont assez de télomérase pour reconstruire les télomères chaque fois qu'ils sont perdus pendant la division cellulaire et donc elles peuvent continuer à se diviser d'une façon permanente. Une autre caractéristique des cellules cancéreuses, c'est les métastases, c'est-à-dire qu'elles peuvent quitter la tumeur d'origine et circuler dans le sang ou circuler dans la lymphe pour pouvoir arriver à des tissus qui sont distants
de l'origine de la tumeur. On appelle ces nouvelles tumeurs que l'on commence à trouver dans des organes distants de l'organe original où la tumeur est apparue pour la première fois, on les appelle des tumeurs secondaires ou des métastases. Donc, la tumeur, la tumeur primaire peut être retrouvée dans un organe comme le sein, par exemple, et puis vous pouvez voir les cellules cancéreuses qui vont pénétrer les vaisseaux sanguins, et puis ces cellules-là vont être transportées à d'autres organes et donc faire une nouvelle tumeur dans ces organes-là. On appelle ces tumeurs des secondaires. Pardon. Euh, la huitième caractéristique, c'est l'angiogenèse, c'est-à-dire la capacité des cellules cancéreuses de former leur vaisseau sanguin à eux. Ce phénomène-là s'appelle l'angiogenèse, angiogenesis en anglais. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'assurer un apport d'oxygène et de nutriments pour les cellules malignes, parce que vous savez que les cellules cancéreuses ont une vitesse extraordinaire de se diviser. Et donc, elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Elles ont besoin de beaucoup d'oxygène et de beaucoup de nutriments. Donc, elles vont faire leur vaisseau sanguin à eux. Et ça, c'est une capacité extraordinaire. En plus, elles sont résistantes à l'apoptose. Donc, elles ont des mutations et elles sont supposées être arrêtées par les points de surveillance dans la cellule, mais pourtant, les cellules cancéreuses survivent et ne sont pas arrêtées et continuent leur progression dans le cycle cellulaire et vont former des cellules filles simplement parce qu'elles n'obéissent pas euh, à ces points de surveillance-là. Et pourquoi est-ce qu'elles n'obéissent pas à ces points de surveillance-là qui sont supposés la pousser vers l'apoptose? C'est que, comme on a expliqué au début de la vidéo, ces protéines-là, comme P53 ou rétinoblastoma protéines, qui sont inhibitrices, qui sont supposées envoyer la selle en G0 et puis en apoptose, ces protéines elles-mêmes sont mutantes et elles ne fonctionnent pas normalement. Pourquoi sont-elles mutantes elles aussi? Parce que, comme on vient de le dire, dans une cellule, ou bien comme on va le dire dans le diagramme suivant, dans une cellule maligne ou cancéreuse, il n'y a pas une seule mutation, mais il y a plusieurs mutations l'une après l'autre. La dixième caractéristique, c'est la modification du métabolisme. On vient de dire que les cellules malignes se divisent très rapidement et donc elles ont besoin d'une quantité d'énergie supplémentaire et donc elles vont modifier les enzymes, bien sûr par des mutations. Donc les mutations, c'est pour ça que les mutations sont accumulées et sont plusieurs, sont nombreuses, parce que comme il y a des mutations dans l'ADN, donc nous avons besoin de supporter cette folie de se diviser très rapidement en donnant plus d'énergie et donc les réactions biochimiques ou le métabolisme doit être modifié pour pouvoir fournir cette énergie, ce surplus d'énergie. Le développement progressif du cancer et cette rapidité progressive de la division est possible seulement parce que, comme je viens de le dire, il y a une accumulation de mutations. Euh, donc, il y a plusieurs mécanismes de contrôle de la division cellulaire qui doivent être altérés avant qu'un cancer se développe. C'est-à-dire que si une personne développe un cancer, vous devez être certain que ce n'est pas une seule mutation
qui a causé ce cancer, mais plusieurs mutations, plusieurs altérations qui ont résulté en plusieurs protéines anormales, et ces protéines anormales ont fait qu'à la fin, on a obtenu ce cancer-là. Donc, au fil du temps, plusieurs mutations et donc plusieurs erreurs peuvent s'accumuler. Et la cellule, c'est comme une voiture qui a perdu ses freins et elle devient capable de se diviser et de se multiplier sans limite. Et ça, c'est le début d'un cancer. Donc, nous avons une cellule normale, euh, ensuite plusieurs accumulations qui ont fait que cette cellule se divise rapidement, et ensuite le reste des mutations a aidé ces cellules-là à continuer et à survivre en leur fournissant du métabolisme différent qui leur donne plus d'énergie, la capacité de faire des vaisseaux sanguins pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, pour les cellules, la capacité d'invasion des cellules voisines, etc. Donc, nous avons une accumulation successive de mutations que l'on va voir sur le diagramme. Mais nous allons lire le texte au début. La première mutation, c'est l'inactivation d'un régulateur négatif. Et quand vous inhibez ou inactivez un régulateur négatif, donc cela veut dire que vous avez abîmé les freins de la voiture, vous avez abîmé les freins de la cellule qui aurait pu stopper cette folie de division cellulaire très rapide. Ensuite, il y aura une activation d'un régulateur positif. Si le régulateur est positif et si vous l'activez en plus, cela veut dire qu'il va activer d'une façon très remarquable la vitesse de la division cellulaire. Et ensuite, il doit y avoir une troisième mutation qui inactive des gènes qui sont appelés les gènes de stabilité du génome. Ce sont des gènes très importants parce que ces gènes-là codent des protéines. Et ces protéines-là sont chargées de 4 ou 5 fonctions très importantes. La première, c'est de détecter les anomalies de l'ADN. Donc, il y a un groupe de gènes qui codent des protéines pour détecter les lésions de l'ADN. Il y a un autre groupe de gènes qui codent des protéines pour réparer l'ADN endommagé. Il y a un troisième groupe de gènes qui codent des protéines pour neutraliser certains agents chimiques se liant à l'ADN, comme le groupe méthyle ou comme le groupe acétyl ou n'importe quel groupe chimique qui puisse s'attacher à l'ADN. Il y a un quatrième groupe de gènes dans ce génome de stabilité qui maintiennent les télomères en étant des télomérases. Et un cinquième groupe qui favorise un certain groupe de gènes, un cinquième groupe qui est exprimé en protéines, et ces protéines-là activent le processus d'accumulation de mutations et donc n'empêchent pas ces mutations. Non seulement elles n'empêchent pas les mutations de s'exprimer, mais elles favorisent ces mutations-là. Tous ces groupes de gènes, ces 5 groupes de gènes avec les protéines qui sont codées, donc elles appartiennent à ce que l'on appelle les gènes de stabilité du génome. Donc, ce sont plusieurs gènes, les gènes de stabilité du génome. Et ici, on peut voir une hypothèse qui vous représente comment il y a une accumulation de mutations. Donc, la première mutation, c'est une mutation qui résulte en une inhibition de la protéine inhibitrice ou des protéines inhibitrices comme P53 et RB. Ensuite, il y a une seconde mutation où il y a
une activation extrême, exagérée des protéines stimulatrices. Et ensuite, il y a une troisième mutation où il y a une inactivation du génome de stabilité. Et ensuite, il y a une quatrième mutation qui résulte en l'exprimation de ou la synthèse de protéines qui favorisent l'accumulation des mutations. Donc, cela devient de plus en plus sérieux. Chaque fois qu'on a une mutation additionnelle, parce que certaines cellules ont seulement la première mutation, certaines autres cellules ont la première et la seconde seulement. Et quand vous avez toutes ces mutations dans une seule cellule, donc l'accumulation de toutes ces mutations va résulter en une anomalie majeure, comme par exemple perdre un chromosome tout entier. Vous avez un chromosome entier qui n'est pas présent dans le génome ou la duplication d'un chromosome entier. Ici, vous avez dans la perte, vous avez un chromosome en moins. Dans la duplication, vous avez un chromosome en plus. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer dans une autre vidéo tout à l'heure. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, donc cliquez sur like s'il vous plaît, partagez-la avec vos collègues, abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné et envoyez-nous vos commentaires parce qu'ils nous sont très importants. Merci et à bientôt.